Bonjour à toutes et à tous. Je vais avoir le plaisir d'animer ce premier webinaire qui clôture la semaine sur les métiers du nucléaire, mais également qui va qui a pour but aussi de démarrer un partenariat fort avec les participants autour de la table. Et c'est un premier webinaire. Les entreprises s'engagent pour les métiers du nucléaire et vous. Donc, je constate de nombreuses connexions et je remercie les participants au nom des partenaires. Ce webinaire va durer environ 1h30. Un enregistrement est en cours et un replay sera à disposition. Vous aurez la possibilité de poser tout au long de cette table ronde des questions via le chat. Et nous avons des personnes qui vont répondre à vos questions. Donc, j'accueille également Madame Guiton-Christelle qui sera à même de répondre à vos questions. Madame Sandrine de Pôle emploi, que je remercie pour tout au long de ce webinaire. Donc, je suis accompagnée pour la co-animation de Jean-Paul Romé. Je laisse la parole pour une petite introduction. Je vais donc, dans un premier temps, présenter les participants qui vont se présenter, qui vont se présenter à tour de rôle, et nous allons aller sur une première question dans un deuxième temps. Qu'avez-vous mis en place pour pallier aux difficultés de recrutement que vous rencontrez dans vos entreprises, les méthodes innovantes que vous avez pu mettre en place? Dans un deuxième temps, quelle est vos solutions pour 2023 et quelles sont vos ambitions en termes de recrutement et d'accompagnement? Je laisse la parole à Jean-Paul. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis désolé de ne pas être avec vous parce que j'ai eu le droit à la grippe là, depuis hier, donc je voulais surtout éviter de vous contaminer, mais c'est bien, on a au moins fait un webinaire qui me permet au moins de participer à un des événements. Voilà, donc en fait, Jean-Paul Romé, moi je travaille chez EDF, je suis délégué emploi, mais c'est pas tellement avec cette casquette que j'interviens. C'est que je suis le correspondant de l'Université des métiers du nucléaire et je rappelle que cet événement a été co-organisé à la fois par l'Université des métiers du nucléaire et le Pôle emploi qui fait un travail formidable. Alors, je voudrais juste, sans prendre trop de temps, rappeler qu'on a des enjeux très importants au niveau de la filière, au niveau du nucléaire. Je rappellerai peut-être quelques chiffres. On parle de 220 000 salariés sur la filière nucléaire en France. Si je reviens sur notre belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on parle à peu près de 14 000 emplois directs. Et là, je ne parle que d'emplois directs. Si j'additionnais effectivement tous les emplois directs, ça serait un chiffre beaucoup plus conséquent. Et on évoque à la maille nationale un chiffre de 10 000 à 15 000 recrutements par an. Donc, c'est vraiment vital, c'est très important. D'où l'importance de cette table ronde où chacun va pouvoir s'exprimer sur le sujet. Et je voudrais quand même remercier tous ceux qui ont participé à mettre en place cette semaine. Alors, je ne vais pas citer tout le monde, mais je voudrais citer quelques-uns qui étaient en particulier dans le copil restreint, qui ont dépensé beaucoup d'énergie. Bon, je pense par exemple à Thierry Lacroix pour Cap Énergie, qui est présent ici. Bien sûr, je remercie tous les intervenants de cette table ronde, mais là, je laisserai le soin à notre animatrice Sylvie Buffaz d'en parler, de les citer, bien sûr, c'est prévu dans le tour de table. Je citerai quand même Sandra pour l'OPCO 2I, effectivement. Pour le campus Industrie Future, bien sûr, Laurent qui est présent, mais également Héloïse qui a fait un travail remarquable. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelques beaux événements. Il y a la visite de Jean Perrin avec le bachelor de l'ADIP 2 qui est mis en avant. Il y a encore l'Institut de soudure. Et puis notre webinaire. Également, je dirais qu'il y en a encore aujourd'hui de mémoire le salon des étudiants à Nice. On a fait suite Marseille, on essaye de mettre en avant la filière nucléaire dans ce cadre-là. Si je continue juste pour remercier quelques acteurs, Patricia Schindler de Win France, qui nous a beaucoup aidé, qui a fait un super événement cette semaine, et bien sûr tous les acteurs autour de la table et le Pôle emploi. Je voudrais remercier en particulier les équipes de Pascal Blin, de Nicolas Connard, en particulier Sandrine Fayet, qui était le pilote opérationnel de cette belle table ronde, et bien sûr Sylvie qui va nous faire l'animation de cette table ronde. Donc je ne vais pas citer tout le monde, je vous remercie vraiment pour votre présence. Et je souhaite à tous une très belle table ronde et un beau webinaire. Merci. Merci Jean-Paul. Je ne me suis pas présentée, donc Sylvie Buffaz de Pôle emploi. Je suis chargée de mission à la direction territoriale Provence. Donc je suis la chargée de mission de Nicolas Connard ici présent. Donc pour parler de cette semaine des métiers du nucléaire, donc ce qui a commencé lundi, on a eu donc un salon de l'étudiant effectivement le 3 et 4 mars. Le 6 mars, une visite de l'INSTIN
à Saint-Paul-les-Durances, donc et également la visite du pôle formation IEMM du CFAI de Istres. Le 8 mars, il y a eu un webinaire national, deux webinaires nationaux, donc dont un afterwork régional Marseille et Cité des métiers, organisé par Pôle emploi, l'agence de Mourepiane. Le 9, donc un grand forum sud-nucléaire interrégional qui s'est passé donc, organisé par l'agence de Bolène. Aujourd'hui, visite de l'Institut de soudure à Port-de-Bouc, donc le fameux webinaire dont nous sommes présents aujourd'hui, où nous sommes présents, et donc la visite du lycée Jean Perrin de 8h30 à 17h30. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vais passer donc la parole à chacun des participants pour qu'ils se présentent en une minute, on va dire, qui présentent leur entreprise et qui se présentent par rapport à leur fonction. Donc, je passe la parole. Émeric Lagoguet. Voilà. Bonjour, Émeric Lagoguet, je travaille à EDF. Je suis directeur de ce qu'on appelle du programme industriel à l'ingénierie du parc nucléaire en exploitation. Donc, le sigle, puisqu'on aime beaucoup les sigles à EDF, ça s'appelle la DIPDE. On est présent sur Marseille Sud. On va avoir environ 1300 collaborateurs à 80-85% des ingénieurs. Et puis, une grande partie de nos équipes, environ 600 à 700 personnes, qui vont être sur les centrales nucléaires et qui vont être présentes sur ces centrales pour déployer toutes les modifications auxquelles on travaille à l'ingénierie ici à Marseille, pour les déployer sur site. C'est des modifications qui sont là pour apporter plus de sûreté à nos centrales et poursuivre leur durée de fonctionnement, comme on entend beaucoup parler en ce moment à la radio. Voilà. Donc, je vais prendre la suite. Alors, moi, je suis Nicolas Connard, donc directeur Provence pour Pôle emploi et en charge de l'expertise régionale industrie et énergie. Alors, moi, je ne recrute pas directement dans le nucléaire. J'essaie de participer et de faire participer mes équipes à la connaissance des métiers, puisque moi qui viens d'une région de l'Ouest au Nord-Ouest, ou à Dieppe, où j'avais 2 centrales nucléaires qui m'entouraient, c'est vrai qu'ici, on se sent un peu plus éloigné. Et pourtant, quand on regarde, Marseille, c'est une des capitales du nucléaire, dans la recherche et le développement. On a une centrale nucléaire qui nous jouxte. On peut dire qu'elle est presque chez nous. On va dire qu'elle est chez nous, à 2 km de la frontière du Vaucluse. Donc, on va dire qu'on est très concernés, que le nucléaire, ce sont des vecteurs d'emploi dans notre région, sur tout type de profession. Et finalement, c'est parce que la première fois qu'on arrive à travailler tous ensemble, donc je remercie vraiment l'ensemble des partenaires qui ont contribué. Évidemment, Jean-Paul Romet, qui est le VIP des métiers de l'industrie de l'énergie pour EDF, Sandra Quino, le CODESI, qui nous accueille aujourd'hui pour ce webinaire, le campus industrie avec Laurent présent évidemment, Cap Énergie, EDF. Donc, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Thierry Lacroix. Je travaille au sein du pôle de compétitivité Cap Énergie. Cap Énergie intervient au bénéfice des filières décarbonées, dont le nucléaire fait partie, au bénéfice de nos membres qui sont implantés en PACA, en Corse, en Guadeloupe, sur l'île de la Réunion et en Principauté de Monaco. Nous rassemblons actuellement 550 membres, dont 350 entreprises. Et notre rôle au quotidien, c'est de faciliter tout d'abord l'émergence de projets innovants au bénéfice de la transition énergétique. Il faut accélérer cette transition énergétique dans nos territoires, mais également d'accompagner les entreprises dans leur développement économique. Bonjour à tous, je prends le relais. Sandra Quino, je suis la directrice régionale pour les territoires Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse pour OPCO2I. Et effectivement, aujourd'hui, j'accueille tous nos intervenants au sein de notre direction régionale. J'en suis ravie. L'OPCO2I, aujourd'hui, c'est l'accompagnement en totalité de plus de 63 000 entreprises et plus de 2 800 000 salariés. En territoire PACA, 7 000 entreprises avec une équipe régionale qui est de proximité d'un peu plus de 40 collaborateurs. Nos engagements, c'est bien entendu le développement des compétences des salariés des entreprises industrielles pour faire face aux transformations et aux grands défis, notamment environnementaux,
digitaux, et puis aujourd'hui, c'est le cas également énergétique. Au quotidien, en fait, nos équipes informent, conseillent et accompagnent les projets de formation et de recrutement de ces entreprises industrielles. Et puis, une mission sur laquelle on nous connaît un peu moins, mais on va vite nous identifier, notamment dans le cadre d'une grande campagne, c'est notre mission sur la découverte de la diversité des métiers de l'industrie et entre autres aussi de la filière nucléaire auprès du grand public et en particulier auprès des jeunes et des familles. Bonjour à tous, donc Laurent Renaud, directeur de l'association Campus d'Excellence Industrie du Futur Sud, et notre mission, c'est faire l'articulation finalement entre les entreprises et les organismes de formation, en appui aussi de l'OPCO sur la connaissance des métiers, puisqu'on est aussi un vecteur sur le public un peu plus jeune et en support avec eux, ensemble. Et là, dans le domaine du nucléaire, plus particulièrement, donc on a un certain nombre de formations qui sont clairement identifiées nucléaires, d'autres qui sont pas spécifiquement nucléaires, mais l'idée, c'est d'essayer de faire connaître ces parcours, voire de créer, notamment, on l'a fait pour l'ingénierie nucléaire, des parcours de formation spécifiques. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de faire connaître cette offre de formation. Ça passe l'INSTN, ce que propose Aix-Marseille Université, les arts et métiers, les lycées, l'Institut de soudure, etc. Donc, sur notre territoire, donc une offre de formation assez riche à faire connaître, à la fois en formation initiale et en formation continue, les différents statuts. Voilà. Sylvie, on a donc un de nos intervenants aussi qui est malheureusement aussi à distance parce que urgence et puis éloignement géographique aidant, on peut se connecter à distance. Monsieur Ruggieri, bonjour. Bonjour, oui, en effet, désolé de ne pas être parmi vous. Après quelques transpirations pour se connecter tout à l'heure, malin, ça y est, je pense que ça marche, ça fonctionne. Je suis heureux d'être avec vous et en premier lieu, déjà, on disait tout à l'heure, la région, est-ce que c'est une région nucléaire? Je pense qu'il n'y a pas trop de doute parce que le site sur lequel je travaille, donc moi je travaille au CEA, donc où on a un site donc sur Cadarache dans lequel on a plusieurs instituts de recherche et qui nous jouxtent. On a aussi ITER, donc je pense qu'on fait partie des régions où le nucléaire est important et nous sommes des acteurs importants de la région. Donc ça en premier lieu. Donc moi je suis directeur d'un des instituts du CEA, qui est l'Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la production d'énergie bas carbone. Alors une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses, notamment notre implication aujourd'hui dans toutes la politique française de décarbonation de l'énergie. On travaille aussi sur la sobriété, parce que décarboner c'est bien, mais ne pas la consommer c'est mieux, l'énergie primaire. Et aussi la souveraineté énergétique, mais pas que. Donc nous, on est au cœur de tout ça. Et cet institut, donc de plus de 1000 personnes, apporte localement beaucoup d'actions. Et voilà, on est assez content d'être parmi vous pour travailler et apporter une capacité à recruter et à donner un avenir à nos jeunes aussi. Donc voilà. Merci de nous avoir invités. Merci pour ces belles présentations. Donc, on va aller sur la première question qui nous touche tous. Qu'avez-vous mis en place pour pallier aux difficultés de recrutement que vous rencontrez et en termes d'innovation? Donc, voilà, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Peut-être, oui. Comme vous voulez, parce qu'en fait, moi, je ne recrute pas directement, mais par contre, pour Pôle emploi, ce que je voulais dire sur cette partie-là, et vous avez raison, Monsieur Ruggieri, de dire que nous sommes une région très concernée par le nucléaire. Et pour autant, pour les populations qui cherchent un emploi, en sachant qu'actuellement, nous sommes dans une période un peu particulière où quasiment toutes les branches professionnelles sont en tension de recrutement, ne pas l'oublier, notre contexte. Et pour autant, la population les demandeurs d'emploi connaissent assez mal finalement les métiers du nucléaire et ne penchent pas naturellement vers ces métiers, notamment les métiers que je vais appeler un peu moins qualifiés, puisque le nucléaire ne concerne pas que les métiers extrêmement qualifiés et les métiers qui relèvent de l'ingénierie. Quand on regarde les offres d'emploi, on a des offres de tuyauteurs, de soudeurs, notamment sur le nord du département et qui concernent le nucléaire. Et je dirais qu'il y a besoin quand même de faire connaître ces métiers pour attirer des nouvelles vocations. Certes, l'école et les jeunes, il y a un rôle à jouer, mais si les parents
ne connaissent pas les métiers, ou si on ne diffuse pas cette envie d'aller travailler et se dire que oui, c'est possible de travailler dans le nucléaire en région PACA, au-delà d'aller chez ITER ou au CEA sur des métiers quand même où les compétences attendues sont très très pointues, je pense qu'on a intérêt à travailler ensemble pour faire connaître ces métiers. Alors de notre côté, ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on essaye de faire, au travers notamment de l'expertise d'avenir Pôle emploi que je représente, c'est de diffuser déjà des informations de demandeurs d'emploi, c'est-à-dire de faire connaître les métiers, travailler sur l'anticipation des besoins. Ça, c'est très important parce que quand on veut donner envie à des publics qui cherchent un emploi, c'est déjà de leur dire, oui, il y a des vrais besoins. Et si vous faites un effort de formation, vous serez en emploi demain grâce à cette formation. Et ça, c'est possible justement si on travaille ensemble sur ces sujets-là. Laurent, tu parlais de la formation. OK, mais la formation, il faut qu'il y ait un cap. Voilà, il faut qu'il y ait le cap, il faut qu'il y ait le lien, il faut que les publics puissent rentrer dans les entreprises, voire avant de commencer la formation, pour avoir envie d'y aller demain et pour surtout s'y engager, y rester, parce que c'est un parcours qui souvent nécessite quand même de sortir de sa zone de confort quand on recherche un emploi. Et donc, pour moi, c'est très important cette notion de faire connaître et d'anticiper. Alors, cette semaine du nucléaire, avec ce qui se passe encore aujourd'hui, par exemple, la visite de l'Institut du rapport de Bouc ou ce que disait Jean-Paul sur l'événement à Bolène, etc., participe à la connaissance des métiers, mais je pense qu'il faut que ce soit en continu. Pour rappeler, Sandra, la marque employeur industrie, c'est la marque industrie, puisque le nucléaire, finalement, c'est le grand domaine de l'industrie et de l'énergie. C'est comment on valorise cette marque, parce qu'il faut donner envie les jeunes ou les moins jeunes maintenant. Ils n'ont pas forcément les mêmes facteurs de motivation qu'il pouvait y avoir auparavant. Et il faut qu'on vise à travers ces métiers-là une certaine forme d'épanouissement, d'envie d'y aller, de démontrer que ce sont des belles carrières. Et donc, pour moi, la première étape, c'est de faire connaître et d'anticiper, et puis après, de créer des rencontres. Voilà. Et donc, c'est le boulot de Pôle emploi, le travail de Pôle emploi, c'est faire connaître les métiers qui recrutent maintenant, faire connaître les métiers qui recrutent demain, et puis créer des rencontres en amont de la formation, participer évidemment à l'élaboration de parcours de formation pour les demandeurs d'emploi, et puis créer des rencontres avec les groupements d'employeurs ou avec les employeurs directement. J'essaie de vous dire ce qu'on fait. Alors d'abord, pour nous, il n'y a rien de miraculeux parce que ça se saurait. On est dans une... voilà, on l'a dit, il y a une grande tension sur tous les métiers aujourd'hui. Donc, recruter dans le nucléaire, ça commence par déjà recruter dans l'industrie. La vraie problématique, elle commence là, c'est comment on fait en sorte que les jeunes aujourd'hui basculent vers l'industrie plutôt que vers des métiers de service ou de la finance ou tout un tas d'autres choses. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est comment on redonne envie à l'ensemble des jeunes qui vont sortir d'école ou qui sont encore à l'école, de se dire, tiens, l'industrie, ça pourrait être intéressant. Et dans un deuxième temps, c'est comment on amène ces gens-là qui sont rentrés dans l'industrie plutôt vers la filière nucléaire que dans l'automobile ou l'aéronautique. Enfin, on est en vraie concurrence, en fait, sur ces métiers-là aujourd'hui. Il faut qu'on en arrive à être plus attractif. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Comme on l'a dit, d'abord, le truc qui est vraiment important, c'est que tous les métiers sont possibles dans le nucléaire. On va aller du chaudronnier, du tuyauteur-soudeur, à un électricien, à un mécano, à un gars qui s'occupe de la ventilation, sur des métiers de CAP, BEP, Bac Pro. Et puis après, on va aller sur des métiers de chargé d'affaires, de management ou d'ingénierie, où là, on va venir chercher des ingénieurs. Donc, en fait, toute la gamme des métiers est complètement possible. Et le gros avantage qu'il y a dans la filière, c'est qu'aussi, ça offre des vrais parcours. On dit qu'aujourd'hui, les générations cherchent du sens. Il y a du sens dans ces métiers. Parce que d'abord, on travaille dans quelque chose qui est pour nos concitoyens. C'est pas juste pour le dire sur le papier. Ça a un réel impact. On l'a vu cet hiver, il fallait passer l'hiver. On a vraiment travaillé dans une industrie décarbonée. On est là pour fabriquer l'électricité décarbonée. On est là pour assurer la sûreté de nos installations et on est là pour fournir de l'électricité à nos concitoyens tout le temps, donc quelles que soient les conditions, et à un coût qui soit le meilleur possible. C'est quand même pas mal comme sens à donner à son travail. Tous les jours, quand on se lève, quand on va soit dans une centrale, soit en ingénierie, à la fin, on bosse pour ça. Et donc ça, c'est redonner du sens et le réexpliquer aux jeunes. Ensuite,
les points importants qu'il faut qu'on arrive à développer, et on en a parlé, c'est faire le lien évidemment il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Il y a Pôle emploi, il y a l'Université des métiers du nucléaire, il y a ce qu'on appelle les ARP, les associations régionales de prestataires autour des CNPE qui font aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'initiatives et je pense qu'il faut redonner un peu de visibilité dans tout ça et donc on va y travailler avec l'UM. Après, il y a un truc que je crois beaucoup et qui pourtant est très très difficile, c'est les stages de troisième. Alors, ils ont été arrêtés pendant le Covid, mais les stages de troisième, je vais parler, je vais essayer de parler plus poliment, ça embête tout le monde parce qu'on ne sait pas quoi faire. Ils sont là une semaine, qu'est-ce qu'on en fait? Et pourtant, c'est un réel investissement. Donc, on est en train de se dire, plutôt que de faire venir les fils d'eux parce qu'il faut qu'ils trouvent un stage au dernier moment, c'est plus facile, c'est de vraiment ouvrir des stages à des gens qui sont globalement, pas obligatoirement des fils de personnes qui travaillent déjà dans le nucléaire parce que eux, ils connaissent déjà. C'est de leur faire découvrir quelque chose d'intéressant. C'est de potentiellement aussi regarder au niveau logistique, amener des jeunes sur une centrale, c'est compliqué. Qu'ils puissent rentrer pour que les aspects logistiques de déplacement et tout. Donc, on est en train de se dire qu'il faut qu'on retravaille ça et qu'on le rende un peu industriel pour qu'on puisse faire venir beaucoup de jeunes en stage de troisième dans nos métiers. Et puis après, bien sûr qu'on va recruter encore plus de 200 personnes ici, globalement, dans la région. Une partie des ingénieurs, une partie qui iront sur site. Bien sûr qu'on va mettre des offres d'emploi dans plein de choses, à plein d'endroits. Mais plutôt, on développe la partie dite ambassadeur, c'est que chaque salarié est ambassadeur auprès de sa famille, de ses amis, de son cercle de personnel privé, de qu'est-ce qu'on fait dans le nucléaire et comment on le valorise. Donc ça, c'est un premier point. Tous les anciens des écoles, et aussi revenir dans son école, dire voilà ce qu'on fait, voilà ce que j'ai réussi à faire, voilà mon parcours, j'ai commencé là, j'ai fait ci, montrer tout l'intérêt qu'il peut y avoir. Et ça, voilà, voilà les gros sujets sur lesquels on travaille. C'est attirer les jeunes avec, on va le dire, la partie troisième, faire connaître les métiers du nucléaire, faire connaître les métiers de l'industrie, et trois, faire que chaque salarié est ambassadeur de son propre activité et de sa volonté de faire revenir des gens dans la filière. Je crois que Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, mais on estime à 100 à 150 000 personnes le nombre de personnes qui vont devoir rentrer dans la filière dans les 10 ans à 15 ans à venir. C'est juste phénoménal, quoi. Et si on ne les fait pas rentrer, on ne sera pas capable d'assurer le programme qu'il y a à faire, qui est tout l'investissement sur les centrales existantes, et deux, d'être capable de construire des EPR, des nouveaux EPR en France. Merci. Je vais rebondir du coup sur la partie sensibilisation des publics plus jeunes. Dans le domaine de l'énergie, voilà, c'est une valeur sociétale, donc c'est vrai que les jeunes peuvent s'y retrouver. Depuis quelques années, alors c'est à l'initiative de DEF, et Jean-Paul est avec moi sur ce sujet, et sur la féminisation aussi, puisque c'est un axe assez fort, et qu'on avait lancé le challenge énergie mixte, et on a un engagement notamment du CEA aussi avec nous sur ce projet. Et là, on s'adresse effectivement à ces publics plus jeunes, collège, lycée. C'est important aussi de montrer cette articulation du mix énergétique, ça donne aussi du sens. Dans les énergies bas carbone ou même zéro carbone en l'occurrence, on se retrouve dans un schéma où ça fait sens, et donc donner du sens complètement dans cette idée. Les jeunes ont besoin d'avoir du sens, et c'est vrai que présenter le nucléaire, les grands débats en fait, pour ou contre, etc., on ne peut pas le nier, mais dans le dispositif, c'est vrai que montrer l'importance du nucléaire dans un mix énergétique nous semble essentiel, et c'est un petit peu l'axe qu'on a pris sur ces publics-là, sachant qu'effectivement, on est toutes les entreprises, donc on est Campus Industrie du Futur, donc on a d'autres filières au sein de notre campus, donc, mais il y a aussi des passerelles finalement dans les métiers, on peut très bien être dans l'aéronautique et un jour aller vers le nucléaire et vice-versa. Donc on veut mettre en avant ces passerelles. On peut être, il y a un métier qui m'est venu il n'y a pas longtemps en tension, c'est tout ce qui est autour du contrôle non destructif. On a une très très grosse tension et on n'a quasiment pas de formation sur notre territoire. On a un peu l'Institut de soudure qui fait ce niveau de qualification. Niveau plutôt, on a différents niveaux, mais c'est opérateur ou technicien, à peu près le niveau. Et très clairement, sur ce métier-là, on n'a personne. Voilà. Donc là, on a même à remettre une ingénierie et à retrouver demandeurs d'emploi ou salariés à reconvertir ou à qualifier. Et puis, il y a des qualifications très spécifiques au domaine du nucléaire, donc ça insiste aussi beaucoup là-dessus. On a d'autres sujets aussi en lien. Alors, on a une filière nucléaire qui a la particularité d'être pilotée par EDF. Je reviens sur l'exemple, mais
je vais donner un exemple quand on travaille sur ce sujet-là. Quand le président de la République a un problème d'électricité avec une centrale, il va voir le patron d'EDF et il ne va pas voir forcément les sous-traitants. Et donc, on a quelque chose qui est finalement très paramétral, qui a vocation à sécuriser le dispositif. Hein. Donc, on a des responsables et EDF exploite et il y a énormément de sous-traitants. En région, peut-être que Thierry, tu pourras rebondir là-dessus, mais nous, on a le groupe SNEF, par exemple, qui est une entreprise marseillaise et qui s'est étendue et qui est dans notre projet sur des formations plutôt d'électrotech, etc., donc des niveaux niveau 4, niveau bac qui sont très présents, spécifiquement aux besoins de la filière, c'est-à-dire parler avec les mêmes normes, le même langage, les mêmes outils. Et ça, c'est un élément essentiel et on travaille en fait avec les services de la DTE et les sous-traitants pour essayer d'avoir parlé d'une seule voix pour qu'on ait ce niveau de sûreté attendu. Donc voilà, il y a ces valeurs-là aussi qu'on retrouve dans d'autres industries, hein, la notion de sûreté, et qui est très prégnante aussi dans le domaine de l'énergie. Voilà, donc attirer, la féminisation, tous les niveaux de qualification sont là. Et l'engagement des entreprises, on l'a énormément. Grand donneur d'ordre, dont j'ai parlé EDF, et puis on a aussi comme le CEA qui a ces missions-là, même en tant qu'entreprise, hein, de diffuser le savoir et la connaissance, ça fait partie de ces missions. Mais on a, à Jean Perrin, si vous allez aujourd'hui sur une formation qu'on a montée pour la filière, qui est un post-BTS, on a tous les sous-traitants qui sont impliqués avec EDF sur la remise à niveau des centrales nucléaires, programme grand carénage et les chantiers à venir. Ortex, Homecalcul, Endel, enfin voilà, il y a une myriade d'entreprises qu'on ne connaît pas sur notre territoire et qui sont très présentes et qui parfois travaillent. Donc quand on a travaillé ensemble sur replacer des tuyaux dans les centrales nucléaires, peuvent travailler avec d'autres énergies. Donc on voit qu'il y a des passerelles même dans les sous-traitants qui existent. Dans la pétrochimie, on est en train de tourner une page, mais on a des secteurs énergétiques hydrogène qui peuvent avoir des points communs. Donc voilà, donc on a ce schéma très structuré sur le nucléaire, qui permet de donner aussi, ça peut rassurer ou pas, j'en sais rien, mais quand on rentre dans la filière nucléaire, on sait qu'on entame en chantier, la perspective d'emploi, elle est consolidée sur de longues années. Voilà, donc en tout cas, il y a ce côté rassurant et puis l'évolution de cette entreprise, je pense, qui est notée et notable, que ce soit chez les sous-traitants ou chez les grands donneurs d'ordre EDF, chef de file pour cette filière. Mais voilà, côté structurant, on va loin, mission d'intérêt général et public qui est essentielle, on le voit. Donc voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de valeurs et d'engagements qui est propre à nos jeunes et moins jeunes sur cette filière. Je vais peut-être essayer de rebondir, puisqu'on bon, vous avez déjà dit énormément de choses sur lesquelles, je vais dire, si on peut se regarder, nous, comment on veut attirer pour le CE en tant que tel, mais en fait, il faut regarder ça, comme vous l'avez dit, de façon beaucoup plus large. Et je crois que le CEA a deux rôles principaux qui sont un peu différents certainement que d'autres acteurs de la filière. Le premier, c'est d'abord faire briller les yeux. Je le dis comme ça parce que c'est vrai que nous, on a cette capacité à montrer ce qui peut être beau et qui peut être un peu les fers de lance d'un certain nombre de sujets, avec nos installations qui sont uniques au monde, avec notre capacité à faire des publications qui sont renommées, à être le premier fournisseur de brevets en Europe, etc., etc. Donc, qui sont vraiment des choses qui peuvent faire briller les yeux à un certain nombre de personnes ou de candidats potentiels ou de jeunes, ou voire de moins jeunes d'ailleurs, qui pourraient revenir dans le nucléaire. On n'est pas obligé de les prendre seulement au berceau et de les biberonner au nucléaire pour qu'ils y viennent. Je pense qu'on peut redonner envie. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est fertiliser. En fait, nous, on est là pour ça. Et fertiliser, ça veut dire les prendre, les former et puis leur donner cette capacité, pas seulement à rester chez nous, on en garde un certain nombre en effet, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif pour nous, et c'est dans nos missions, c'est bien de former, de pouvoir aider à la formation, d'aider à faire des formations, d'aider à créer ce tissu pour pouvoir fertiliser toute la filière. Alors, nos principaux partenaires que sont EDF, Framatome, etc., évidemment, on profite, j'allais dire, de façon logique, mais aussi tous les partenaires avec qui on travaille et qui nous aident à travailler. Donc, vous en avez. Alors je vais prendre celle que vous avez nommée pour ne pas nommer les autres, parce qu'après, sinon, on va me dire tu as nommé un des partenaires et pas les autres du CEA, mais vous avez nommé la SNEF. Mais il y en a beaucoup comme ça avec qui on travaille et sur lesquels, en effet, beaucoup de chez eux sont des gens qui ont été formés ou sont passés par des formations dans lesquelles le CEA intervient. Donc, je crois que ça, c'est important. Et après, en effet, nous, on cherche à attirer aussi parce que si on veut continuer à faire ça pour l'État et pour nos partenaires et pour la filière et pour les régions,
Il faut qu'on puisse avoir du personnel qui soit qualifié de tout niveau. D'ailleurs, on disait tout ça, surtout au CEA, on cherche des gens de très haut niveau, mais non, on a, j'allais dire, de tous les niveaux, et à tous les niveaux, ils sont de très haut niveau, on va le dire comme ça. Et donc ça, c'est un peu notre objectif, d'avoir tout le monde qui puisse, on disait, leur donner les parcours, et c'est pas seulement le dire, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de montrer à travers, on est rentré dans l'ère du numérique et des réseaux sociaux, donc on a des comptes LinkedIn, etc. Mais sur ces comptes, on essaye aussi de montrer ces parcours-là, donc on va faire témoigner par exemple, des techniciens qui auront eu un parcours où nous, nos techniciens, ils ne restent pas sur une installation pendant des années, ils ont des parcours. Et en effet, un électricien ou un génie électrique, il va faire un parcours dans plusieurs installations et il va se grandir d'autres métiers. Et ça, c'est important qu'on essaye de le montrer parce que c'est un point d'entrée, en fait. Et c'est vrai pour nous au CEA, mais c'est vrai dans la filière globale. Et c'est un peu ça qu'on essaye de faire. Et notre attractivité, en effet, elle passe aussi par notre capacité à montrer qu'on peut aider à créer des startups et à alimenter et aider les startups. Aujourd'hui, dans le cadre de France 2030, il y a un appel d'offres pour l'innovation nucléaire, et c'est créer des startups, c'est aider les startups qui sont dans le nucléaire. Il y a 4-5 ans, je pense que personne n'aurait misé sur le fait qu'il y ait des startups du nucléaire en France. Aujourd'hui, il y en a. Et pas plus tard qu'hier ou avant-hier, c'est hier, on a fait un communiqué où on lance 2 startups aussi, nous, le CEA, pour apporter nos compétences et puis aussi attirer les jeunes. Donc, c'est un ensemble de choses comme ça. Et juste pour être, on va dire, un peu exhaustif, on travaille beaucoup aussi à l'échelle nationale, évidemment, le CEA à l'échelle nationale, c'est ce qu'on nous demande, mais aussi à l'échelle locale avec nos partenaires. On a nommé un Cap Énergie, la SFEN locale, avec qui on peut expliquer, montrer un certain nombre de choses. Les travaux avec l'AMU, où on a des laboratoires communs avec eux pour créer cette dynamique de formation. Donc, on a un certain nombre de sujets. Donc, en termes d'attractivité, ça fait longtemps qu'on y travaille parce que finalement, avant, quand on nous je vais dire comme ça, quand on nous jetait des cailloux, quand on disait qu'on était du nucléaire, on avait du mal à attirer les gens, mais c'était une autre une autre difficulté, mais on faisait déjà ce travail-là. Aujourd'hui, j'allais dire, il y a un moment où les gens ont compris finalement que ça faisait partie de la solution, le nucléaire, et que ce n'était pas ou l'un ou l'autre, il faut tout mettre, l'énergie bas carbone, il faut mettre le paquet partout. Et donc aujourd'hui, on a le souci inverse, on va dire, on a énormément de besoins et on est en concurrence plutôt avec d'autres industries. Bon, mais il faut aussi expliquer qu'on peut faire des parcours dans le nucléaire et aller dans d'autres industries, ce qui arrive aussi, dans l'aéronautique. Et donc, ça n'est pas non plus exclusif, c'est pas vous rentrez dans le nucléaire, c'est fini, vous resterez dans le nucléaire, quoi. Donc, je pense que ça en fait partie. Voilà, en première approche. Je veux bien rebondir parce qu'effectivement, quand on parle de passerelles entre les industries, Codesis, ça représente 32 branches industrielles. Donc, bonne nouvelle, voilà, ça permet d'identifier tout de suite les potentielles passerelles. Ça, c'est un élément. Plus globalement, ça a été évoqué. Alors, à notre niveau, on accompagne les grandes entreprises industrielles, mais également les PME et TPE. Et en PACA, on a cette constitution spécifique voilà, sur toutes les filières industrielles de grandes entreprises et de toutes petites entreprises industrielles, dont des startups innovantes, effectivement. Et nous, notre mission, déjà, c'est donc d'accompagner ces entreprises à lever les freins et trouver les solutions pour casser ces difficultés de recrutement. Donc, ça passe, et ça a été évoqué aussi, par le fait de coordonner et de donner à voir un certain nombre d'initiatives et de témoignages d'entreprises qui ont trouvé des solutions. Donc, ça, c'est effectivement nos conseillers formation sur les territoires qui accompagnent les entreprises et qui leur font ces témoignages. On a aussi une newsletter, un espace dédié sur notre site internet qui nous permet de donner ces témoignages aussi à l'exhaustivité des entreprises, dont la filière nucléaire, effectivement. Et puis, ça a été évoqué, les métiers du nucléaire et les métiers industriels, c'est divers. Et on a vous avez cette capacité sur la filière à proposer des métiers et des compétences sur du niveau infrabac jusqu'au bac plus 5 et au niveau ingénieur. Et donc, les solutions, c'est aussi travailler. Une des solutions, c'est l'alternance. Ce n'est pas l'unique solution, mais en tout cas, c'est une des solutions puisque
La filière nucléaire fait partie aussi des filières qui vont être amenées dans les 3 à 5 ans à avoir des départs massifs à la retraite. Donc, c'est une des solutions, bien entendu. Donc, comme on l'a évoqué, nous, on facilite et on finance ces contrats. Et l'objectif, c'est aussi de donner à voir sur les objectifs et les fonctions et les missions en alternance que proposent les entreprises. Et puis, pour celles qui n'ont jamais démarré de contrat en alternance, c'est leur donner les avantages de ces contrats et bien entendu d'accompagner aussi les tuteurs, ça c'est important, la formation des tuteurs, l'intégration de ces jeunes en alternance. Et puis, avec l'aide des branches, on travaille aussi des certifications professionnelles qui permettent de façon plus rapide et un peu opérationnelle de rentrer aussi dans la filière du nucléaire et dans les métiers du nucléaire. Et on travaille en coordination aussi avec Pôle emploi, notamment sur des projets de préparation opérationnelle emploi qui sont souvent plutôt des préqualifications, de découvrir l'industrie et la filière du nucléaire. Et en particulier avec le CEA, on coordonne à nouveau une action cette année sur la préqualification autour du technicien en radioprotection. Donc voilà. Donc ça, c'est une des solutions aussi. Et puis, bien entendu, en lien avec l'alternance, on accompagne de l'autre côté aussi les centres de formation d'apprentis qui doivent améliorer les sites de formation, effectivement, pour réaliser des investissements. Et l'OPCO2I est partie prenante et les branches professionnelles accompagnent ces investissements auprès des centres de formation d'apprentis. Enfin, ce qui est important, c'est forcément de se coordonner. Et la nouvelle mission qui a été dévolue aux OPCO et à l'OPCO2I, c'est de faire cette découverte des métiers de l'industrie. Et donc, nos branches professionnelles, nos 32 branches professionnelles, dont la filière du nucléaire, ont acté et validé en 2022 une grande campagne interindustrielle de promotion et d'attractivité des métiers. Donc, on est sur une campagne ambitieuse de 15 millions d'euros avec effectivement des actions multicanales, multiterritoires et qui passent notamment, et ça je vais en parler par ailleurs, par une marque interindustrielle, donc avec Industrie. On va pouvoir en parler pour les actions à venir de cette année. Et par cet intermédiaire, on est présent notamment aujourd'hui à Nice sur le salon de l'étudiant pour faire découvrir alors aux collégiens, donc on part déjà effectivement souvent de la 3e, aux lycéens et puis également à des demandeurs d'emploi qui se posent la question d'une reconversion, l'exhaustivité des métiers de l'industrie. Alors ça passe par des témoignages. On a sur nos stands des représentants d'entreprises, des centres de formation d'apprentis, des apprentis. Et puis, on a la possibilité de diffuser aussi sur des casques virtuels des vidéos métiers où le jeune ou le demandeur d'emploi en reconversion se retrouve immergé à 100% sur les métiers, se retrouve à la place du professionnel en situation. Et ça permet effectivement de donner un peu plus de contexte, je dirais, sur un projet ou sur un souhait. Et surtout de casser aussi un peu peut-être ces préjugés qu'on peut avoir aussi sur les métiers industriels. Voilà, moi j'entends encore parler, voilà, quand on parle de l'industrie, un peu de l'effet Zola, l'usine, etc. Bon, il y a quand même, oui, il y a des usines, mais il y a des choses qui se sont transformées, des métiers qui se transforment, et c'est important de l'indiquer. Et puis surtout, l'industrie se trouve autour d'un écosystème qui accompagne la transformation de la société. Et ça, c'est important aussi pour les jeunes d'avoir cette notion de sens, voilà, qui permet d'aller vers des vocations et de démarrer très tôt, voilà, notamment par les collégiens. Merci. Oui, moi, ce que je vais vite compléter en disant qu'on constate quoi? On constate que la filière nucléaire, c'est une filière dynamique, en fait. Elle est face à des enjeux très importants pour mener à bien, notamment l'ambitieux plan national qui a été dévoilé récemment, mais également pour faire face à tous les défis technologiques qui sont sur le chemin de la transition énergétique, d'une transition énergétique réussie. Et qu'est-ce qu'on voit aussi, et ça je vous rejoins, on voit que le tissu industriel, il est composé d'une myriade d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent offrir aux étudiants, aux personnes qui sont en recherche d'emploi, un terrain de jeu intéressant et qui va permettre un terrain de jeu accueillant, un terrain de jeu varié. Souvent, ce sont des entreprises d'ailleurs qui sont positionnées sur plusieurs filières. Et là, je vous rejoins. Une PME, elle va se nourrir
elle va se nourrir des grands donneurs d'ordre du nucléaire et puis appliquer sur d'autres filières, mais vice-versa. Elle va être impliquée dans d'autres filières comme l'aéronautique, et ces PME elles vont aussi travailler dans le nucléaire et apporter tout le savoir-faire, toute l'innovation des autres filières. Et là, c'est vraiment un terrain de jeu très, très, très intéressant pour les salariés qui sont dedans parce qu'ils vont pouvoir travailler sur plusieurs projets, sur plusieurs filières. Et voilà, et c'est une filière une filière nucléaire, c'est une filière qui est en train de s'ouvrir, qui est très dynamique, ouverte. Et voilà, et nous, quand on intervient dans les cursus de formation, qu'on va voir les ingénieurs, qu'on va voir les techniciens, c'est un peu le message qu'on leur fait passer, c'est allez-y, allez voir, parce que vous serez fort agréablement surpris. Merci. On peut peut-être voir s'il y a des questions sur le fil. Alors, oui, j'ai notamment Kevin qui nous signifie qu'il est en reprise d'études actuellement en niveau Bac+4 et il nous demande où trouver les formations en alternance dans le nucléaire, plus précisément. Alors, moi, je peux faire un premier niveau de réponse et je vais le redire et le redire. Hein. Une offre de formation en alternance, c'est une offre d'emploi, parce que c'est un apprentissage ou pas de professionnalisation. Donc, évidemment, sur la plateforme pôle emploi.fr, vous allez retrouver les offres. Sur les offres en alternance dans le nucléaire, je pense qu'il va falloir élargir le champ géographique pour Santiago. Après, j'imagine que directement chez EDF, sur votre plateforme, vous en avez. Et puis, je vois que Laurent voulait réagir également. C'est les entreprises. Hein. Je ne vais pas faire la pub pour EDF, mais c'est EDF Recrute. Hein, donc, vous y allez et vous trouvez les offres d'apprentissage. CEA aussi. Même chose pour le CEA. On a un site dédié. Je pense qu'il y a une réflexion au niveau du GIFEN, justement, globalement. Donc, le GIFEN étant, j'allais dire, l'association qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière hein, au niveau national. Et il y a une action au niveau du GIFEN, justement, pour essayer d'avoir un regroupement. Alors, c'est jamais simple quand on prend chacune des entités à sa façon de faire fonctionner et son attractivité, mais on essaye d'avoir des regroupements. Mais c'est pareil, au niveau du CEA, on essaye d'avoir de façon ciblée un certain nombre d'offres qui vont être en relation avec Pôle emploi aussi, et essayer de faire des transferts sur les applications ou en tout cas les mettre en relation. Mais oui, trouver en tout cas les contrats d'apprentissage, c'est bien un contrat de travail et c'est bien une offre de travail, d'embauche. Donc, c'est un contrat de durée déterminée, donc un peu particulier, mais c'est bien sur les sites de recrutement qu'on les poste nous aussi. Et en effet, je rebondis sur le CEA, en effet, c'est pareil, en tant qu'acteur de l'État, on a un certain nombre d'obligations, évidemment, d'exemplarité, forcément, et c'est important. Et en effet, nous, on a des objectifs spécifiques pour avoir un certain nombre d'apprentis, d'avoir un certain nombre de thèses, d'avoir un certain nombre de sujets comme ça, où on rentre. Et pareil, on parlait tout à l'heure de la parité. Hein, c'est difficile d'obtenir la parité parce qu'il faut donner envie aux jeunes filles de venir dans les aspects techniques, et parce qu'il y a un certain nombre de choses qui n'est pas encore tout à fait équilibré. Mais on progresse, et c'est ça qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas de se dire on n'est pas encore à 50% ou au-delà même, pourquoi pas. C'est de dire on progresse, on est de mieux en mieux, et ça passe aussi par la fête de la science, essayer de faire briller les yeux à tout le monde de la même façon, et je pense que ça joue de ça. Voilà, pour élargir un petit peu aussi et revenir à faire venir les jeunes, mais de tout, j'allais dire de tout type, et pas que des gens qui connaissent le nucléaire non plus, ou des gens qui sont diplômés, voilà, que tout le monde puisse y avoir accès. La fête de la science en fait partie. Nous, on est fortement acteurs dedans aussi pour apporter un peu d'attractivité sur les métiers aussi techniques, et pas seulement nucléaire évidemment, mais techniques déjà aussi. L'élément qui est peut-être un peu dur pour l'apprentissage, donc comme c'est un contrat de travail, il faut trouver une entreprise. Et c'est vrai que c'est peut-être assez difficile. Donc on connaît EDF, on connaît CEA, on connaît Framatome, on a cité quelques grands noms. Et le plus dur, c'est de trouver finalement tout le tissu de l'entreprise qui va travailler pour les non connus. Et là, il y a des offres d'alternance. Donc là, peut-être que sur GIFEN ou autre, mais c'est vrai que ça manque encore de structuration pour savoir finalement quelle entreprise qui finalement est peut-être à côté de chez moi travaille pour le nucléaire. Et des fois, les exemples sont très divers. Donc là, il y a peut-être un site en particulier. L'Université des métiers du nucléaire joue le jeu, donc ça se structure. Mais je crois qu'il y a un site qui s'appelle Mon avenir dans le nucléaire ou quelque chose comme ça. C'est ça, c'est le site de l'Université des métiers du nucléaire, qui est quand même pas trop. Il y a aussi le rôle de la formation qui fait la formation, qui est aussi
à son réseau et essaye de le construire. Et c'est aussi, enfin, je veux dire, on ne peut pas attendre. Alors, il n'y a pas que les industriels qui doivent se mettre en avant, il y a aussi la formation. Donc, il y a les deux. Hein. Oui, j'allais dire, notamment sur le salon aujourd'hui, mais dans les salons en général, on a la possibilité de donner, notamment alors aux familles. En plus, là, il y a eu les finalisations de vœux là, sur Parcoursup. Donc, c'était les grands moments. On diffuse le guide du routard de l'alternance qui permet de voir sur tout le réseau du territoire national les propositions de formation d'alternance, que ce soit en contrat de professionnalisation ou notamment en contrat d'apprentissage. Donc ça peut être un élément plutôt du volet de la formation, de la recherche de l'école, par exemple, ou du centre de formation. Mais oui, alors l'un ne va pas sans l'autre. Souvent, les entreprises ont aussi un petit peu leurs habitudes aussi sur les centres de formation avec lesquels ils collaborent, pour des raisons très pratico-pratiques, la proximité parfois du centre de formation, le diplôme délivré, l'alternance proposée aussi, le rythme d'alternance proposé qui convient bien parfois au projet mené par l'entreprise elle-même. Donc voilà, il faut mixer entre je recherche le centre, mais je recherche aussi en même temps l'entreprise. Alors, moi, juste, donc, je reviens avec mon Pôle emploi.fr parce que j'ai regardé, en fait, j'ai juste tapé par exemple, maintenant on peut faire des recherches par métier, par mots-clés, par compétences, etc. J'ai tapé nucléaire, recherche nationale, je tombe sur environ 10 000 offres. Et ça veut dire que c'est des offres qui peuvent être agrégées de DF Recrute ou d'autres entreprises, ou d'autres systèmes qui agrègent les offres sur le système Pôle emploi.fr. Et si j'affine avec la recherche en alternance, en contrat pro ou apprentissage, je trouve plus de 300 offres disponibles là, dès maintenant en alternance. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une partie du marché, évidemment. Hein. Mais la difficulté sur la visibilité des offres en alternance, c'est justement la multiplicité aussi des systèmes et des dispositifs de plateformes. Hein, puisqu'il y a beaucoup de plateformes qui existent et c'est compliqué. Et je vois bien, pour être papa aussi d'un fils qui a recherché un contrat en alternance, finalement, c'est pas si simple que ça, même quand on est du métier. Et alors, évidemment, avec agilité, on va rechercher sur le net, donc on va finir par trouver. Mais bon, voilà, moi, je suis un peu la promo de plateforme Pôle emploi.fr qui agrège pas mal d'offres d'emploi et notamment qui permet de trier par mots-clés, type de contrat, etc. Et surtout aussi de géolocaliser les lieux de travail et de faire du lien aussi avec le descriptif des compétences recherchées, les formations demandées, voire de chaîner après sur un contact, justement pour travailler sur le projet de formation. Oui, ça fait partie des informations qu'on communique aux entreprises, d'essayer de limiter, parce que maintenant les difficultés sont notables et majeures, le travail en réseau n'est plus suffisant pour trouver un alternant ou un salarié, un futur salarié. Il faut diffuser maintenant les offres et donc effectivement on les met en relation avec nos différents partenaires de l'emploi pour diffuser leurs offres, parce qu'on a encore un marché dit caché qui ne tiendra plus longtemps parce que les difficultés sont notables pour toutes les entreprises et toutes les filières industrielles, dont le nucléaire. Et je crois qu'on est passé en 2022, alors pas dans le nucléaire, mais à presque 1 million d'alternants, là où il y a quelques années, on était entre 300 000 et 400 000 alternants par an. Voilà, c'est dire le succès quand même de l'alternance, il faut que ça profite au nucléaire. Après, ce qu'on disait un peu là, des demandes éparpillées, hier, il y avait une grande réunion à Paris avec tous les industriels de la division production nucléaire et thermique. Hein, c'était piloté par Lewandowski et le président de l'EDF était présent, Luc Raymond. On avait une table ronde avec l'Université des métiers du nucléaire, Hélène Badia qui pilote ça, et puis on avait la région Est, Pôle emploi, on avait plusieurs intervenants. Et justement, il a été dit que le sujet des offres d'emploi, il fallait qu'on voit avec le GIFEN comment on pouvait les mettre ensemble, en fait, arrêter d'être chacun de notre côté. La force aussi de se mettre tous ensemble. Oui, on sera concurrent à l'embauche sur un certain nombre de choses, mais en même temps, avant d'être concurrent, il faut qu'on fasse venir tous les candidats dans cette filière-là. On verra dans un deuxième temps comment on sera concurrent à l'embauche. Je crois que ça recrute en plus en ligne. Alors, c'est Livia qui recrute en ligne. Merci, Livia, de votre présence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On y reviendra peut-être après. Alors, nous avons plusieurs questions sur les dispositifs que l'on appelle POEI ou POEC, les préparations opérationnelles à l'emploi.
en lien pour mettre des demandeurs d'emploi en lien avec les entreprises et prévoir des parcours de formation pour intégrer les filières du nucléaire. Alors, moi, je peux faire que la promo de ce dispositif. C'est un super dispositif que l'emploi partage avec les branches professionnelles. POE, c'est-à-dire préparation opérationnelle à l'emploi. On parle aussi des actions de formation préalable au recrutement. Oui. On est à peu près sur le même dispositif. Il s'agit en réalité de candidater sur un poste, par exemple, où on a une partie des compétences, on a toutes les compétences. Et le recruteur, pareil, il peut recruter quelqu'un qui a besoin d'une adaptation. Et ces dispositifs, ils peuvent servir, comme le disait Sandra tout à l'heure, à préqualifier, à préparer une intégration sur une formation, ou alors à apporter directement des compétences qui sont utiles et nécessaires pour aller directement occuper un emploi. Alors, je vais laisser peut-être Sandra, Laurent compléter, mais donc la POEC, préparation à l'emploi collective, permet notamment de cibler plusieurs besoins dans une entreprise et de mobiliser des financements pour une action de formation et surtout de travailler sur une offre de formation agile, en fait, qui va peut-être sortir un peu des sentiers battus des référentiels, parce qu'on peut du coup travailler sur vraiment l'approche compétence à travers ces PE et c'est assez facile à mettre en œuvre. Voilà, on en est particulièrement satisfait. Je pense que le CO2I également, et ça va être que les PE est une longue durée de vie. Oui, je le confirme. C'est vrai que si je parle de mon territoire, voilà, en 2022, c'est en POEC, donc collective, c'est plus d'une trentaine de POE qui ont donné lieu, soit effectivement à une préqualification qui ensuite a donné lieu à de la formation complémentaire, soit par le biais d'un contrat d'alternance ou de la formation continue en embauche, soit effectivement qui ont permis d'aller un petit peu plus loin sur une certification professionnelle reconnue par une ou plusieurs branches. Donc là, on est sur une tendance en termes d'embauche ou de poursuite de formation qui nous permet de garantir, en tout cas dans les filières industrielles et non nucléaires, près de 90% de poursuites au terme des POE collectifs. Donc c'est un taux très, très important. Ça veut dire une forte mobilisation des entreprises. Et sur le nucléaire, comme je le disais, on redémarre une deuxième année sur une POE autour du technicien en radioprotection notamment. Mais on travaille aussi sur le sujet de la production et de la maintenance, donc sur les filières du nucléaire. Et on a des entreprises très engagées. Donc ce sont parfois des POE dites pour une formation intra, donc pour effectivement une et unique entreprise. Donc c'est le cas par exemple pour le CEA. Mais également pour de l'inter, donc un réseau de 3-4 entreprises qui se mettent d'accord sur le sujet. On a de très bons taux et puis ça permet tout de suite de rentrer dans l'industrie, de découvrir aussi le secteur, parce que dans ces formations POE, il y a toute une partie découverte en fait de l'industrie en général et de la filière concernée en spécifique. Et rien n'empêche par la suite de poursuivre d'autres études ou de la formation en interne en entreprise. Donc c'est une des solutions, pas la seule, mais une des bonnes solutions pour quelqu'un qui souhaite se reconvertir ou rentrer dans la filière. Christelle ? Oui, on a eu 2 interventions concernant les femmes dans le nucléaire. Est-ce que vous souhaitez compléter vos réponses? Quelles sont les actions qui sont faites au quotidien par les entreprises pour féminiser les métiers? Sur la féminisation, alors, il y a un domaine qu'on n'a pas évoqué dans les passerelles existantes et qui sont propres à la région, et je vais faire le lien aussi parce que je travaille, rappel, c'est l'aspect militaire. Donc il y a pas mal de partenariats dans la Marine nationale à Toulon, on a une école du nucléaire à Cherbourg et on a un parcours, notamment le lycée à Rouvière, c'est l'initiale, où il y a un partenariat, mais il y a des ponts aussi qui existent avec nos amis de la Marine nationale sur la partie chaufferie nucléaire, sous-marin et porte-avions. Et l'armée aussi est confrontée à ce type de dispositif et la colonelle qui commande la base de Istres, en l'occurrence Anne-Laure Michel, qui a été pilote de chasse, souvent ces questions de féminisation, j'aime bien discuter avec elle d'ailleurs, elle s'appelle toujours le colonel, elle dit tiens, la féminisation c'est ça, on veut toujours féminiser, c'est comme changer le nom de métier, un chaudronnier il faut l'appeler autrement parce que ces débats finalement
c'est difficile parce que je les trouve un peu dépassés. Les métiers ont évolué. Voilà, la voiture, il n'y a pas des chevaux devant, etc. Ça a changé. L'industrie a changé. Et les métiers ne sont pas spécifiquement genrés. Après, il y a des appétences à aller vers un endroit ou un autre. Et voilà, donc je redonne cet exemple de colonel qui a été pilote de chasse, Laure. Elle est souvent prise, il n'y a même pas si longtemps, à témoin par la presse pour venir témoigner de la féminisation des métiers de pilote de chasse. Elle dit qu'elle n'a jamais eu de problème, en fait. Bon, elle était issue, son père était général, donc ça a un peu aidé, j'allais dire. Elle est tombée dedans, on en parlait tout à l'heure, mais elle ne s'est pas freinée et elle n'a jamais eu cette problématique-là. Donc malheureusement, je ne sais pas si c'est par stéréotype ou autre, les personnes, en fait, le problème, c'est qu'on ne se donne pas l'opportunité d'aller voir si c'est pertinent ou pas. Mais je parlais tout à l'heure du métier contrôle non destructif. Là, c'était plutôt les deux domaines. Airbus aussi en parle, mais dans des domaines différents. On dit c'est vrai que le métier en soi, on est dans une salle sombre, etc. Mais qu'on soit une femme ou un homme, j'allais dire, le travail, il a cette spécificité, il n'y a pas de difficulté. Donc sur la féminisation, c'est ça. C'est déjà ça. Toujours mettre un genre ou pas un genre, je trouve que c'est un peu particulier. Je pense qu'il faut dépasser ce débat. Voilà, je cite l'exemple de Anne-Laure Michel. La colonelle. Et après, on fait des initiatives parce que, effectivement, sur les publics jeunes, c'est comment amener les familles à s'autoriser à regarder. On en est presque là. Moi, à la base, je suis quand même enseignant dans les domaines des sciences de l'ingénieur. J'enseignais au lycée à La Ciotat. J'ai eu maman qui travaille à l'Ifremer. Sa fille, elle lui a préconisé de garder les sciences et vie de la Terre plutôt que l'ingénierie, alors qu'elle voulait être dans le domaine de l'ingénierie aéronautique. Et in fine, elle a fait la SVT parce que c'est vraiment tout le temps un ingénieur cadre, on pourrait dire. Mais elle trouvait ça plus généraliste, la SVT, que les sciences de l'ingénieur. Ouais, donc on va très loin quand même dans ces réflexions. Donc non, j'ai vu dans le débat, je pense qu'il y avait quelqu'un qui cherchait un travail, il y avait construit ton projet. Je pense que c'est important de construire son projet, mais pas de se mettre de frein dans la construction du projet. Et le genre ne doit pas en être un. C'est malheureux de devoir, ce problème de la créativité de l'industrie, on refait des campagnes, l'OPCO y est. Alors ce qui est formidable, c'est que là, c'est toute industrie. On ne se met pas en compétition, je trouve qu'on est davantage en collectif. On dépasse finalement cette problématique de j'attire pour moi et que pour moi. On attire pour l'ensemble. Il faut arriver à dépasser. Voilà. Donc la féminisation, pour moi, elle n'est pas... si on veut être scaphandrière ou je ne sais pas, et aller souder au fond de l'eau, on sait qu'il y aura une condition physique un peu particulière, mais il ne faut pas s'interdire. Je ne sais pas si possible, mais... Sur la féminisation, sur l'aspect féminisation, en effet, je crois que c'est quelque chose qui est profond dans notre société. Donc, mais bon, quand moi je vois j'ai 2 filles, 2 garçons, et quand je vois mes filles, je ne suis pas très inquiet. Parce que je pense on est en train d'aller vers quelque chose qui est assez équilibré dans la façon d'être, la façon de vivre, parce que petit à petit, en effet, ça pend. Il y a toujours les fameuses réflexions, mais c'est là où, en tout cas, nous, au niveau du management, on essaye on le prend en compte. Mais c'est vrai que juste leur donner la capacité d'oser, et c'est un peu ce que moi je vois, par exemple, ce que je dis toujours à mes managers, et aller les chercher. Parce qu'elles ne vont pas oser en premier. Une fois qu'elles osent, pour un poste du chef de laboratoire, etc., il y en a beaucoup qui n'osent pas. Et je dis juste, allons les chercher pour qu'elles osent postuler. Après, on les traite de la même façon, je veux dire, que les autres, en sens, les compétences, la capacité, etc. Et auquel cas, on est revenu sur une égalité, en effet, de traitement, point. Mais par contre, pour arriver à ça, il faut qu'elles osent avant. Et moi, je sais que j'ai participé à, justement, on parlait de WIN tout à l'heure, Women in Nuclear. Moi, j'ai des personnes qui sont très impliquées dedans, et notamment sur la section jeune de WIN in Nuclear. Et on est allé, leur premier mot, c'est dare, ose. Et je crois que c'est vraiment ça. Et c'est pas seulement, il faut qu'elles aient cette dynamique-là, il faut que nous, collectivement, on leur donne cette capacité à oser. Voilà. Et je crois que voilà, on dépasse le nucléaire, mais dans les technos, forcément, c'est important parce que voilà, est-ce que moi je sais que j'ai donné la même chose à mes enfants, mais ça c'est une question de collectif, quoi. On donne une petite voiture aussi à une petite fille, et alors et ça part de là, mais en tout cas leur permettre d'oser pour celles qui n'ont pas eu des petites voitures quand elles étaient jeunes. Il faut juste leur permettre d'oser, quoi.
Bon, ça, c'est ce qu'on met en place, en tout cas chez nous. Donc, toutes les femmes qui osent peuvent venir au CEA à l'IREN et on prendra en compte leur candidature au même niveau que toutes les autres. Ce que je disais, c'est qu'on ne pourra pas se passer de 24% de femmes dans l'industrie aujourd'hui. Avec tous les besoins qu'on a, on ne pourra pas se passer d'un quart de la population qui ne veut pas venir dans l'industrie, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, que ce soit, on l'a dit, hein, on a des entreprises ici, on a du Ortec, on a du Honnête, il y a des femmes qui se soudent, et aussi bien que les hommes, mieux que les hommes. Et on a des ingénieurs qui sont, c'est simple, si vous regardez les résultats scolaires, elles ont des meilleurs résultats que les garçons. Et pourtant, en école d'ingé, quelles que soient les écoles d'ingé, vous retombez à 24, entre 25 et 30% maximum de femmes dans des écoles d'ingé. Donc, on a un sujet pour rendre ce sujet-là attractif pour les femmes. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, il y a WIN. Je pense que WIN, c'est une bonne façon aussi de montrer qu'une belle carrière peut être faite par une femme dans l'industrie. Et donc, tous ces exemples pour qu'elle puisse se projeter en regardant, en ayant un modèle, entre guillemets, quoi. C'est quelqu'un qui lui ouvre les yeux sur ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est vraiment important. Et c'est ce que je disais également, intervenir dans les écoles. Chaque fois qu'on a une femme qui sort alors quand c'est local, Centrale Marseille, Polytech, mais on a des écoles des Mines, on a des X, on a là, qu'elles retournent dans leur école pour dire voilà ce que j'ai fait, voilà mon parcours, voilà les jobs intéressants que j'ai réussi à faire. Il faut que les personnes puissent s'identifier à des carrières, en fait. Et ça veut dire que, ce qu'on disait tous, nous, un truc, tous ambassadeurs de la filière, c'est d'autant plus vrai pour les femmes. D'ailleurs, j'ai mis une petite vidéo qui va être aussi sur LinkedIn dans pas longtemps, qu'on a fait au niveau du CEA sur les métiers des femmes et où elles parlent de ce qu'elles font. Et je crois que c'est assez vrai. Et on va la voir sur LinkedIn bientôt. Là, c'est sur Twitter. Donc, je vous invite à la regarder aussi. Et d'ailleurs, dans le chat, je lis le message de Jean-Paul Remet pour EDF qui précise sur la totalité des recrutements techniques réalisés en 2022, il y a eu plus de 38% de femmes recrutées. Oui, en fait, on a… À la DBO, oui. On a des quotas, enfin, on s'est mis des quotas, nous. Ouais. On s'est mis des quotas pour s'obliger à avoir 35% dans tout le recrutement, que 35% soit fait auprès des femmes. Donc, bon. Je vais presque dire c'est malheureux, mais si on ne fait pas ça, c'est compliqué. En même temps, 30% de femmes, entre 25 et 30% de femmes dans nos écoles d'ingé, puisqu'on recrute beaucoup sur des écoles d'ingé, on essaie d'être un peu au-dessus de la moyenne de ce qu'on retrouve dans les écoles d'ingé. Voilà pour les questions, Sylvie. Merci. Donc, on va passer à la deuxième question. Donc, quelles solutions pour 2023 et quelles sont vos ambitions en termes de recrutement et d'accompagnement? Votre feuille de route 2023, est-ce qu'on peut la connaître? Est-ce que vous pouvez l'exprimer? Bon, moi, je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Déjà, la feuille de route, c'est, j'ai cité un nombre d'offres disponibles France entière, 10 000 offres dans les métiers du nucléaire. Déjà, la feuille de route, c'est d'essayer de satisfaire ces offres. Est-ce qu'il y a des compétences disponibles ou pas? S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'en ce qui nous concerne, nous, Pôle emploi, c'est d'aller chercher parmi les chercheurs d'emploi ceux qui peuvent avoir des vocations et se sentir inspirés par ces voies. Et c'est de faciliter leur accès à ces métiers-là. Faciliter leur accès, je crois beaucoup, et ça a été dit déjà tout à l'heure, à la découverte des métiers et aux immersions. Donc, on a des dispositifs qui existent pour faire des immersions dans les entreprises. Ça peut concerner tout type d'entreprise et peut-être même les centrales nucléaires, de faire des périodes d'immersion de 2-3 semaines. Il n'y a pas mieux pour donner envie et inspirer que d'ouvrir les portes et de montrer qu'il y a un accueil possible et de montrer la réalité des métiers. Alors, si on peut ouvrir le CEA aussi avec, ça serait intéressant. Je pense que ça se fait de temps en temps, mais de montrer ces belles réussites françaises, puisque tout à l'heure, on parlait du sens. Peut-être qu'à un moment donné, on s'est éloigné de cette fierté d'avoir ce parc nucléaire et cette technologie. Je pense que l'histoire s'est un peu retournée du fait des événements et que c'est le moment d'y aller
qu'il y a une acceptation du nucléaire qui est différente de celle qu'il y avait il y a 2 ans. Voilà. On sait qu'on a besoin de sources d'énergie. Laurent, tu parlais des jeunes qui sont très sensibles au volet du RSE. Et du coup, voilà, on sent quand même qu'il y a un petit retournement. Peut-être que c'est le moment d'accentuer encore sur les aspects communication autour de ces métiers-là. Alors, on a mené des belles actions aussi l'année dernière qu'on va reproduire cette année avec la branche UIMM, avec Industrie Méditerranée et avec l'ensemble des acteurs. Et je pense notamment à Fort Industrie. Fort Industrie qui était une plateforme virtuelle qui a eu un gros succès en 2022, qui a permis à des jeunes ou des moins jeunes de découvrir des métiers dans le domaine de l'industrie. Je pense qu'il faut cette année donner une place particulière aux métiers d'énergie et du nucléaire. Travailler dessus. Et puis, vraiment, le sujet de la formation. On va continuer à investir sur la formation. On ne travaille pas seul pour l'emploi sur la formation. Il y a aussi la région qui peut citer, avec laquelle nous travaillons sur l'achat du programme de formation pour les demandeurs d'emploi. Donc, emploi disponible dès maintenant, susciter des vocations, découvrir les métiers avec des immersions et faciliter l'accès à la formation pour les publics et les gens qui peuvent s'orienter vers ces métiers-là. Voilà la feuille de route de Pôle emploi dans le nucléaire. Je vais rebondir un petit peu sur la feuille de route. Alors, sur l'accompagnement des entreprises, on renforce l'action et, entre autres, depuis au niveau national, mais en région, on déploie plus largement. Alors, attention, des grands groupes aussi qui connaissent des difficultés, mais également des PME, 2 kits, un kit recrutement et un kit marque employeur pour que les entreprises, effectivement, déjà réalisent un autodiagnostic, s'auto-positionnent déjà sur ces thématiques-là. Et puis, un panel d'outils en fait, qui vont leur permettre de travailler ces sujets dès l'amont pour elles aussi intervenir sur l'attractivité de leur entreprise et des métiers qu'elles proposent, que ce soit pour des postes en CDI ou pour des postes en alternance. Donc, voilà, en tout cas, on renforce cette thématique-là. Et c'est couplé aussi avec l'intervention qu'on faisait déjà sur des journées consultants dédiées dans le cadre de diagnostic et d'accompagnement RH, aussi pour travailler sur la pyramide des âges, anticiper les départs à la retraite, travailler les processus d'intégration, former les tuteurs, enfin voilà, travailler sur différentes modalités, tout dépend de la situation d'entreprise. Donc on renforce effectivement dès l'amont ces solutions-là. Et puis sur le sujet de l'alternance, bon, ça a été dit, on est partie prenante puisque plus de 150 000 au niveau national alternants pour OPCO2I sur toutes les branches. Donc, on renforce et on redémarre notre campagne avant la rentrée officielle de septembre, notamment par des webinaires à partir du 14 mars, ce qu'on appelle les webinaires, les mardis de l'alternance, de 11h à 11h45, pour accompagner les entreprises, mais aussi les centres de formation d'apprentis sur les avantages de l'alternance, les types de contrats en alternance, promouvoir effectivement l'alternance en général. Et puis, on est présent sur différents salons sur le sujet. À venir, alors salon virtuel, on est aussi partenaire de Fort Industrie, bien sûr, et également pour 2023. Et puis également le salon Jeunes d'Avenir sur lequel on sera présent au Parc Chano à Marseille. Donc ça, c'est toute la dynamique solution recrutement à destination des entreprises. Et puis ça a été dit. Alors là, pour le coup, la campagne de notre marque industrielle, donc avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer, se renforce. Deuxième grande étape, là, c'est la campagne média. Donc, depuis le 27 février, il y a le film institutionnel de cette marque qui est diffusé sur les télévisions, auprès des cinémas, sur une campagne d'affiches dans 500 villes. Et donc, on se propose là justement de vous diffuser les 45 secondes du film de la marque. Voilà. Voilà, je partage. Est-ce que j'ai l'impression que je n'ai pas la main là? Je ne suis pas sûre d'avoir la main. Ah oui, il n'est pas en 25. Oui, il n'est pas actif. Sauf qu'il y a quelqu'un qui vous déclare présentateur. Est-ce que c'est moi qui ai peut-être la main? Vous permettez, je vais faire une petite manipulation à mon niveau. Super bien. Oui. Je vais me mettre ici, toi, pas l'activer. Peut-être en faisant ça.
permet de prendre la main. Est-ce que ça peut marcher ou pas? Non, c'est pas le son. Non. Là, les aléas du direct. On n'aura peut-être pas le son. Ouais, ou diffuser sans le son, Voilà. et on vous mettra le On va lien. mettre, l'image. La vraie. Vous avez les sous-titres. Hein, Donc, je partage. Bon, malgré nos tests de début de semaine. Alors, fonctionne. je suis prise. Du coup. Là, c'est bon. C'est directement. Voilà. Je passe par un chemin un petit peu plus compliqué. Sandra, si tu peux voir là. Voilà. Est-ce que vous visualisez? C'est tout. L'image. C'est génial. On ne construit pas si c'est partagé. Métallique pour les gardes de main. Partagé? On construit. Non, regarde si c'est la tâche partagé. de la vie. Moi, je l'ai, oui. Petit souci de réseau. S'il n'y a pas un aléa du direct, c'est pas drôle. Hein. Ben non, sinon, c'est pas drôle. Ah, ça veut pas. On a, malgré nos tests, on a fait des tests toute la semaine. Et voilà, ça ne veut pas fonctionner. Wow. Bien. Pourtant, Rapidement. connecté en filaire. Ok, on va quitter. Bon, pas tant pis. Le petit effet waouh de notre petit webinaire sur le film ne fonctionnera pas. Peut-être que mettre le lien On va vous mettre le la lien. conversation. Voilà. Pour l'avoir vu, plusieurs fois, il est très Sur le bien. lien YouTube. Voilà, donc la campagne a démarré. Donc le grand boom, c'est effectivement ce film, mais la campagne va se poursuivre effectivement par des actions ensuite réparties sur les différents territoires. Donc on participe cette semaine à la première édition de la Semaine des métiers du nucléaire. On est ravis de participer effectivement à cet événement-là. De la même manière, on collabore aussi sur différents salons, comme on l'a dit, sur les différents territoires. Donc sur tout le territoire national, les salons de l'étudiant. Donc ça, c'est la campagne de cette rentrée pour promouvoir l'alternance en général. Et puis divers partenariats interindustriels avec les branches sur les territoires pour faire découvrir auprès du grand public et des jeunes notamment les métiers du nucléaire. Donc vous allez entendre parler encore de cette marque interindustrielle. Effectivement, c'est ce qui a été évoqué. C'est que là, l'ensemble des branches, des 32 branches, se sont coordonnées pour faire vivre cette marque, même si chaque filière a ses spécificités, certains métiers spécifiques, certains besoins spécifiques, mais pour autant, voilà, on est sur cette marque interindustrielle qui doit rapprocher l'ensemble des filières. Très bien, feuille de route. Alors, 2023. Merci. Pour le campus, du coup, c'est toujours la promotion des formations existantes et les nouvelles qu'on a créées. Donc, on en a certaines dans la région. Tout à l'heure, j'ai oublié Toulon, mais on a la coloration autour des matériaux, un parcours ingénieur en apprentissage qui est spécifique à l'école CITEC. On a toute la filière instrumentation aussi à Aix-Marseille Université. On a le bachelor universitaire technologique à La Ciotat avec une filière aussi hygiène, sécurité, environnement. Et donc, au lycée Jean Perrin aujourd'hui, vous pouvez découvrir le métier de projeteur d'installation générale et qui est une formation qui se fait sous forme stagiaire, puisque le contrat d'apprentissage n'est pas éligible pour l'instant, mais avec les industriels. Donc, il y a un recrutement fort et c'est un métier qui est méconnu, mais qui est en très, très, très forte tension dans l'industrie au sens large. Vraiment. Et là, donc, on a un grand besoin. Donc, ceux qui cherchent une formation post-BTS, si vous avez le bac +2, vous pouvez y aller, plutôt chaudronnier et concepteur. Et l'idée, après, c'est de vraiment valoriser ces formations, donc continuer nos actions de sensibilisation des plus jeunes par les différents dispositifs. Probablement peut-être un fort industrie énergie qui apparaîtra un jour spécifique.
Et puis après, c'est les commandes qui nous sont passées par nos acteurs industriels, donc des gros métiers en tension. Alors, il y a l'ingénieur projet, alors on est sur le haut niveau, mais voilà, donc peut-être des réflexions avec les arts et métiers, entre autres, et d'autres écoles d'ingénieurs sur ces briques qui manquent. On évoquait tout à l'heure les PEC, etc. Voir finalement comment, même en métier d'ingénieur, on amène des modules de formation qui sont propres à la filière. On a la même chose sur un métier qui s'appelle chargé d'affaires. Donc lui, il va plutôt se projeter auprès des centrales nucléaires, mais qui est piloté quand même de Marseille. Après, on va rebondir sur le schéma, mais un métier qui manque cruellement et avec un besoin de recrutement assez fort. On a des notions sur le contrôle non destructif qui sont aussi présentes. Donc ça, c'est nos chantiers plutôt monter en compétences et comment déployer le dispositif, qui parfois s'accompagne nécessairement par la formation de formateurs et la mise en place de plateaux techniques spécifiques. Donc c'est vrai qu'on peut travailler vraiment plus proche du besoin de la filière. Ça a été dit par le CEA, on a besoin du top niveau, quel que soit le niveau. Voilà, donc du soudeur jusqu'à l'ingénieur et au docteur, on a besoin de ce niveau d'exigence. On parle souvent cette notion de sûreté, de compagnonnage aussi qu'on cherche à travailler. Donc, on veut continuer à développer cette culture-là au sein de nos organismes de formation pour tous les publics à former. Voilà pour notre feuille de route. Monsieur Ruggieri ? Mais je vais compléter et puis aller dans le sens. C'est vrai que c'est intéressant en effet que les formations, les formations soient connues, etc. Et dans l'inverse, il faut aussi que dans les formations, les métiers du nucléaire soient connus. Et moi, je suis en train de militer, alors, parce que justement, dans une des actions que je me suis donnée, parce que moi, je suis arrivé il y a 8 mois maintenant, en tant que directeur de l'Institut, c'est la cartographie en fait de ce qu'on a comme lien aujourd'hui autour dans la région, avec les formations, etc. Et de se proposer en tant qu'intervenant extérieur dans les formations pour venir présenter les parcours, pour venir présenter ce qu'on fait, montrer un certain nombre de choses, voire organiser des visites de nos installations pour des formations complètes, etc. Et notamment sur les formations en apprentissage, notamment aussi pour les techniciens, parce qu'on peine à recruter des techniciens. Et souvent, c'est parce que tout simplement, dans le cursus de leur formation, qui est un cursus assez, j'allais dire, classique, on ne leur parle pas de nos métiers, en fait. On ne leur parle pas de nous parce qu'ils sont formés. Quelqu'un qui est formé technicien en mesure physique, qui fait de la mesure physique. Ok, il est bien formé, il a des super formations théoriques, etc., etc. Mais après, pourquoi faire? À quoi ça sert? C'est quoi l'objet? Sur quoi on travaille? Et c'est ça qui est souvent un peu oublié pour plein de raisons. C'est pas une critique, mais en tout cas, je crois que nous, on a un rôle à jouer ensemble. Et moi, c'est une de mes actions, c'est d'aller justement nous présenter ce qui est la finalité. Alors, j'ai fait ça il n'y a pas très longtemps dans une école sur l'instrumentation, où je suis allé leur expliquer ce que c'était les fameux Small Modular Reactors dont on parle beaucoup, pour leur expliquer, voilà, ce que vous faites en mesure. Moi, je ne vais pas vous parler de mesure, mais je vais vous parler de l'objet dans lequel on va mettre vos instruments, etc. Et ça leur a beaucoup plu parce que ça donne envie, en fait. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on puisse faire pour rapprocher ces choses, ces deux mondes qui classiquement vivent leur vie chacun de leur côté et puis s'envoient des offres d'emploi ou des offres de services par site interposé. Donc, je crois qu'il y a un lien à créer. Donc, ça, c'est un de mes chevals de bataille, en tout cas pour l'année qui vient et les années qui viennent aussi. Et on parlait globalement au CEA, il y a la marque employeur, la mise en avant de la marque employeur. Ça, si ça ne vous aura pas échappé, le CEA a beaucoup travaillé depuis quelques temps sur la marque employeur et ça en fait partie aussi, en effet, pour mettre en avant pas seulement des métiers, etc., mais une marque. Et nous, on y travaille beaucoup. Et aussi, le CEA ose maintenant prendre la parole dans les médias. Ce qui n'était pas du tout le cas avant, pour plein de raisons, parce qu'on avait peur, on n'osait pas, toujours pareil, osons. Et aujourd'hui, on prend plus la parole pour expliquer ce que l'on fait et que la marque employeur CEA recouvre en effet le nucléaire, recouvre la dissuasion, oui, recouvre aussi le médical, recouvre beaucoup de choses qui vont autour et qui apportent pour la société beaucoup de choses. Il y a aussi les ENR, il y a la production d'hydrogène, il y a beaucoup de choses en fait derrière la marque employeur CEA et on y travaille beaucoup et ça permet en effet de pouvoir
aider collectivement à ce que nous, on soit plus attractifs, nous, oui, mais pour la filière aussi. Et pour les autres filières, parce que quand on parle de médecine, etc., ce n'est pas forcément la filière directement du nucléaire, mais d'autres filières. Et puis, je finirai sur, on le disait, nous, continuer nos efforts pour avoir un continuum, finalement, de l'apprentissage, de la formation, ouverture donc pour les thèses, des postdocs, avoir la capacité on a plusieurs 10 ou 15 CDD par an sur notre centre. L'avantage d'un CDD, ce que je dis toujours aux gens, c'est un moyen pour nous de pouvoir les faire venir et de leur montrer ce qu'on fait et de les apprécier. Et c'est un moyen pour eux aussi de nous apprécier, de savoir s'ils ont envie de rester. Parce que c'est un contrat dans les deux sens. Donc voilà, ouvrir plus de CDD, essayer donc les apprentis, enfin tout ça, et l'accueil qu'on a de ces personnes-là. Et au demeurant, on a quand même une trentaine de postes en CDI ouverts avec 2 tiers sur des ingénieurs et 1 tiers sur des techniciens. Donc voilà, on a un certain nombre de capacités, mais pour voir ces postes-là, il faut qu'on ait ce continuum sur lequel on travaille voilà, globalement, et reprendre le lien avec l'université locale, etc. Je pense que c'est un axe fort. Merci beaucoup, Monsieur Ruggieri. Il nous reste un peu moins de 10 minutes, donc on va. Voilà. Ça va aller vite, parce que moi, la feuille de route, je vais vous la donner en chiffres. Alors, c'est quoi? J'ai 3 chiffres à vous donner. On doit faire 200 recrutements dans l'année. En gros, 60% ingénieurs, 40% bac à bac plus 2. On a une centaine d'alternances à proposer. Et dans les stages, alors plutôt stages ingénieurs, une cinquantaine de stages ingénieurs. Donc voilà, c'est beaucoup. Donc en fait, on va poursuivre tout ce que je vous ai dit au tout début par rapport à la première question pour y arriver. On se doit également dans nos recrutements de faire très attention sur un sujet qui est en train d'enfler dans la filière, c'est de piquer les gens recruter pour ses propres besoins. Donc là, on a un devoir d'exemplarité sur le sujet. Donc, on recrute dans la filière, oui, bien sûr. Mais on s'est fixé, avec le COMEX d'EDF, à ce niveau-là, on s'est fixé pas plus de 20% dans la filière. De toute manière, voilà, on a des besoins et c'est aussi la vie de la filière et de la respiration de la filière. Mais on se doit de venir rechercher ailleurs. Donc, on pousse sur ce sujet-là. Et on pousse également tous nos partenaires, nos principaux partenaires, à être capables de faire la même chose. C'est-à-dire à venir chercher en dehors de la filière, à attirer en dehors de la filière. Voilà les grands enjeux qu'on aura pour 2023. Monsieur Lacroix. Oui, nous, notre feuille de route, elle est très axée en direction des PME. Sachant qu'on a déjà un leitmotiv, c'est de ne jamais refaire ce que les autres font très bien à côté. Donc, déjà, on relaie tous les dispositifs, tous les salons, tous les accompagnements que l'ensemble des partenaires, notamment autour de cette table, proposent. C'est le premier point. Deuxièmement, les PME. Les PME, elles ne sont pas aussi armées que ce que les grands groupes sont. Donc, il faut les aider à rédiger les feuilles de route, à leur travailler sur leur marque employeur. Elles ont, elles aussi, une marque employeur, à travailler avec elles sur les réseaux. Quel réseau dois-je activer? Connaître les écoles de formation. Donc, moi, je travaille beaucoup avec Laurent là-dessus. Et donc, nous proposons des ateliers. Au fil de l'année, nous avons l'année dernière réalisé 5 ateliers. Cette année 2023, nous comptons multiplier par 2 le nombre d'ateliers en direction de nos PME. Et voilà, et donc, il y a à peu près entre 10 et 15 entreprises qui participent à chaque atelier. Donc, nous travaillons sur le recrutement, la marque employeur, les réseaux, etc., comme je l'ai dit. Et donc, voilà, nous contribuons modestement, mais surtout, nous relayons. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez des informations, nous relayons très rapidement auprès de nos 550. Très bien, merci. Jean-Paul, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, ce qui a été dit est très clair. Non, je n'ai pas forcément de choses à ajouter en complément de toutes les pratiques qui ont été évoquées, les bonnes pratiques. J'en profite peut-être pour remercier l'ensemble des participants de la table ronde. Là, vraiment, c'était très intéressant. J'ai suivi ça de loin, mais non, c'est très clair ce qui a été dit. Est-ce qu'on va donner la parole à Madame Seux, si elle a des questions particulières aussi?
Oui, bonjour. Alors, on a eu plusieurs questions, mais on a répondu au fil de l'eau et je crois que ça a été repris à plusieurs reprises. Donc, ben non, pas plus de questions que ça. Je crois que tout a été clair. Voilà, merci. Merci à vous. Oui, je viens d'avoir une question. Est-ce que cette première édition de la Semaine du nucléaire sera-t-elle renouvelée? A priori, oui. Hein, Oui, Les participants sont favorables. Oui, parce qu'au-delà de la semaine nucléaire en PACA, c'était une semaine nucléaire nationale. Hein. C'était plus de 200 événements portés France entière. Avec tout ce qui est dit autour de la table, je ne vois pas comment on pourrait ne pas continuer nos actions de promotion, de mise en visibilité des emplois dans la filière. C'est pas un chantier à court terme. Ouais, mais parce que pour de nombreuses années, et je dirais qu'au-delà de la semaine du nucléaire, enfin, c'est là pour le coup, je dirais que c'est presque tous les jours. Hein. Tous les jours, on allume la lumière, donc tous les jours, on va travailler sur ce sujet-là. Plus que jamais, en tout cas, oui. En tout cas, je pense qu'on sera même amené à s'améliorer, à se professionnaliser pour la deuxième édition, Oui. tous les uns les autres. Donc, on va peut-être faire un petit mot de conclusion. Je pense que Jean-Paul va prendre la parole. Il est dans les temps. Oui, je veux bien juste, d'une part, de nouveau remercier les participants à cette table ronde. Je crois qu'on a une très belle semaine avec des événements toute la semaine. C'était notre première édition, mais je vous confirme qu'il y en aura chaque année et qu'au moins pour la future édition, on aura encore plus le temps d'anticiper, également la com, parce que je pense qu'il y a un travail qui a été fait remarquable par toutes les équipes. On avait démarré à mener les premières actions à les construire en janvier, donc c'est vrai qu'après, il ne nous restait pas forcément beaucoup de temps pour faire une communication large. Néanmoins, il y a une communication très large qui a été faite par tous les acteurs qui sont présents ici, que ce soit au niveau des étudiants, que ce soit au niveau des entreprises, des demandeurs d'emploi. Et voilà, je pense que la future édition sera encore mieux, mais c'était déjà pas mal pour cette année. En fait, Hélène Badia, qui est la présidente de l'Université des métiers nucléaires, nous a dit que le programme de PACA était très complet, très pertinent et il touchait un peu tous les domaines visés. Donc voilà, merci encore à tous pour votre participation et puis merci à tous ceux qui se sont connectés de suivre cette belle table ronde. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.